Bon, alors nous allons parler de révolution conservatrice, puisque c'est un concept que tu t'es réapproprié, que tu reprends et que tu déploies de façon particulièrement intéressante. Donc commençons par le début. Où et quand est-ce que la notion émerge? Et puis, que désigne-t-elle initialement? Alors, sauf erreur de ma part, la première occurrence, c'est une conférence de Hofmannsthal à Munich en 1927, donc 2 ans avant sa mort, et du coup peut-être que ça l'a empêché de garder la paternité de la notion. Et en fait, il s'agit d'une conférence essentiellement d'un homme de lettres qui est intéressé par les lettres comme possibilité de renouveau, non seulement de la vie culturelle, mais plus fondamentalement de la nation, de l'homme, etc. Donc au début, c'est vraiment une notion littéraire qui n'entrera dans le monde académique qu'après la Seconde Guerre mondiale, sous la plume d'un Suisse, un jeune Suisse, Armin Möller. Et tout de suite, je mets en garde contre une presque homonymie, il ne faut pas confondre Armin Möller, l'auteur, donc le jeune auteur qui a introduit cette notion de révolution conservatrice, avec Möller, qui lui est un idéologue ou un publiciste de ce que l'on appellera ex post la révolution conservatrice, et qui lui meurt, se suicide en 1925. Hein. Donc bien distinguer Möller et Möller avec un umlaut, avec un tréma. Donc Armin Möller s'engage dans la Waffen-SS en 1940, si mes souvenirs sont bons. Il est envoyé sur le front en Pologne. Là, vraisemblablement, il se rend compte que c'est pas exactement ce à quoi il avait pensé. Il déserte, il revient en Suisse, il fait quelques mois de prison, et après la Seconde Guerre mondiale, il retourne en Allemagne, où il entame une thèse universitaire sur cette mouvance, cette galaxie idéologique, culturelle, politique des années 1920 en Allemagne. Et cette thèse, il va la publier sous le titre de La Révolution conservatrice en Allemagne dans les années 1920. Et la thèse sera publiée, si mes souvenirs sont bons, en 1949-1950. Donc c'est là véritablement, me semble-t-il, que le terme de révolution conservatrice entre dans le paysage universitaire. Möller ne restera pas un universitaire au sens strict du terme. Il deviendra le secrétaire particulier de Ernst Jünger, qui est pas complètement neutre. Il deviendra correspondant de presse d'un certain nombre de journaux allemands en France, à Paris, jusqu'à sa mort. Il sera l'un des artisans de la réconciliation franco-allemande, pour reprendre le terme en usage, avec cette particularité, c'est que cette réconciliation franco-allemande, il la joue également dans le spectre politique et idéologique, à l'extrême droite. Il aura un commerce assez étroit avec le Grèce, donc il sera peut-être pas un des inspirateurs, mais enfin une des personnes de référence de la nouvelle droite en France. Et néanmoins, il restera l'auteur de ce livre, La Révolution conservatrice en Allemagne. Et à ce titre, il participera à au moins un colloque organisé à Strasbourg par Louis Dupeux, qui est professeur d'université, qui est le grand spécialiste français de ce qu'on appelle désormais la révolution conservatrice en Allemagne dans les années 1920. Donc ça, c'est vraiment le cœur me semble-t-il, de la paternité de ce terme de révolution conservatrice, qui est donc ex post. Il est presque anachronique, parce que les gens des années 1920 en Allemagne, appartenant à ce courant idéologique, ne se reconnaissaient pas forcément dans cette notion, même si elle était, je le répète, introduite par Hofmannsthal en 1927. Voilà, alors, maintenant,
que désigne le terme. C'est pas véritablement un concept, c'est-à-dire c'est une notion. Elle va obtenir ce titre de noblesse, je ne sais pas s'il faut mettre au nom des guillemets, avec Moller, avec sa thèse, mais c'est une notion dont Louis Dupeux souligne bien qu'elle renvoie à une nébuleuse idéologique, c'est-à-dire que ce qu'on appelle ex post la révolution conservatrice en Allemagne désigne toute une série d'auteurs qui sont pas forcément d'accord entre eux, d'organisations, de clubs de pensée, etc., qui vont avoir des relations très complexes et très différenciées avec le national-socialisme, dont la révolution conservatrice a été l'une des matrices. Donc, à proprement parler, c'est plus une notion qu'un concept, mais ma petite contribution, c'est effectivement de transformer la notion en un véritable concept, Inch'Allah, j'espère, et en un paradigme, sous la forme d'un idéal type d'ordre weberien, et d'essayer d'utiliser cet idéal type, ce chrononyme en quelque sorte, à des fins analytiques pour comprendre les révolutions conservatrices immédiatement contemporaines, enfin ce que je considère être des révolutions conservatrices immédiatement contemporaines, et d'essayer de comprendre leurs liens ou éventuellement leur absence de lien, leur connexion génétique concrète qui les relie à cet épisode de l'entre-deux-guerres, de la révolution conservatrice en Allemagne. Encore faut-il immédiatement préciser que ce que l'on appelle donc désormais la révolution conservatrice en Allemagne n'est pas la seule manifestation de ce phénomène politique. On en trouve l'équivalent et même l'antécédent en Italie. Antécédents dont le futurisme de Marinetti pose en quelque sorte les fondements, puis le fascisme, avant même qu'il ne devienne le fascisme, disons, en tant que régime politique. On en trouve également des manifestations dans toute une série de pays, en particulier d'Europe centrale et orientale. On peut se poser la question du rapport de l'Espagne et du Portugal de l'entre-deux-guerres à cette mouvance idéologique de la révolution conservatrice. Et puis, je crois que l'un des prototypes, et peut-être le prototype majeur qui a été très largement occulté par le questionnement en sciences sociales, le prototype de la révolution conservatrice, c'est le kémalisme. Et là, il y aura peut-être une petite incise à faire, parce que c'est quelque chose qui est relativement mal connu et que m'a permis, non pas de découvrir, mais enfin de comprendre mon itinéraire particulier, zigzagant, entre toute une série de situations différentes, parce que finalement, je connais beaucoup mieux la Turquie, en particulier kémaliste, que par exemple l'Allemagne entre les deux guerres, que j'ai découverte au fur et à mesure de ma réflexion sur la notion de révolution conservatrice. Juste avant qu'on développe sur ta notion ou ta reprise de la notion de révolution conservatrice, pour revenir sur les premiers usagers, donc Müller, mais aussi Dupeux, donc historien français. Oui, alors qui lui était peu postérieur à la Seconde Guerre mondiale, oui. C'est un universitaire qui a travaillé sur la révolution conservatrice, comme d'autres auraient travaillé sur d'autres phénomènes, qui idéologiquement, sauf erreur de ma part, n'a rien à voir avec la révolution conservatrice. Pour lui, c'était son objet d'étude historiographique. Mais quand eux en parlent, Müller d'un côté, Dupeux de l'autre, est-ce qu'ils en parlent comme la prémisse du nazisme, donc comme quelque chose de dangereux, ou comme quelque chose qui aurait pu être sympathique s'il n'avait pas été mal compris par le nazisme? C'est-à-dire comment puisque Müller, comme tu viens de le montrer, continue quand même... lui, il a fait de l'observation participante, oui, c'est ça, jusqu'au bout. Oui, c'est ça. D'emblée, la révolution conservatrice, elle est marquée, on va dire, à la louche à 80%, très à droite. Hein, et au fond, elle entretient des rapports d'extraordinaire proximité avec la droite nationaliste, ce que Sternel appellera la droite révolutionnaire en France entre les deux guerres. Donc ce sont des
des gens, mais on y reviendra plus précisément, qui ont été façonnés par la défaite de 1918, le mythe du coup de poignard dans le dos, la crainte ou l'abomination de la révolution allemande de novembre 1918 et ses prolongements en 1919 et même d'une certaine manière dans les années suivantes. Donc ce sont des gens qui sont très très situés. La nébuleuse de la révolution conservatrice va se diviser par rapport au national-socialisme. Déjà Müller, donc avec le Umlaut, le tréma, Müller rencontre, je crois, une fois Hitler et en sortant de l'entretien, il dit à ses proches, ce type ne comprendra jamais rien. Bon, il le prend pour un crétin et je pense qu'il a de la peine à voir dans ce personnage un peu hystérique, plébéien, qui est quand même un raté social, l'incarnation du Führer qu'il appelle de ses voeux. Bon, et donc il y a une espèce de répulsion par rapport au côté mauvais genre des nationaux socialistes et en particulier d'Hitler. Donc il y a d'emblée, au moins chez certains tenants de la révolution conservatrice, une espèce de réflexe presque de classe, quoi, par rapport à ces nazis éructants, quand même très brutaux. C'est pas peut-être tant la brutalité qu'on leur reproche, mais l'absence de style dans la brutalité. Bon, ça, je crois que c'est quelque chose d'extrêmement important. Et puis évidemment, au fur et à mesure que le national-socialisme monte, avec cette période de basculement sur laquelle travaille beaucoup Yann Chapoutot, 1930-1932, là, si je puis dire, les révolutionnaires conservateurs ou les conservateurs révolutionnaires vont se diviser. Il y en a qui vont devenir des opposants au national-socialisme, comme par exemple Nikisch et Otto Strasser, mais également le frère d'Otto Strasser, Gregor, qui est un personnage extrêmement important parce qu'il est, on pourrait dire, secrétaire général du Parti national-socialiste, au moins dans la région de la Prusse, mais enfin qui est le cœur de l'Allemagne de Weimar. Et entre 1900 et 1932, il va prendre ses distances par rapport à Hitler. Il va même tenter de créer une espèce de parti national-socialiste bis, évitant certains des choix idéologiques ou organisationnels ou politiques de Hitler, ce qui naturellement ne lui sera pas pardonné par ce dernier, et Gregor Strasser sera liquidé lors de la nuit des longs couteaux. Donc il y a tout, et puis alors le bloc central qui amène parlementairement au pouvoir Hitler, donc Brüning, Schleicher et puis Papen, ils vont se diviser. Schleicher sera assassiné par les nazis au moment des nuits des longs couteaux. Papen va être recyclé par le nazisme, mais essentiellement comme ambassadeur d'Allemagne en Autriche pour préparer l'Anschluss. Et Brüning, lui, s'exilera avant de se faire liquider, vraisemblablement. Donc le bloc central qui n'était pas une expression de la révolution conservatrice au sens précis du terme, si tant est qu'on puisse avoir une définition précise de la révolution conservatrice, le bloc central lui-même va se diviser par rapport au nazisme. Et puis d'autres gens, au contraire, vont rentrer dans le nazisme, ou alors le snobber. Bon, par exemple, Heidegger, c'est encore autre chose. Mais Ernst Jünger, qui est un personnage tout à fait emblématique avec son frère de la révolution conservatrice, et évidemment, les nazis sont trop vulgaires pour lui. Donc, il va les regarder comme ça un peu de haut, mais enfin, il est quand même un des grands idéologues de ce. Enfin, en tout cas, sa vision des choses sera très largement reprise par le national-socialisme, y compris ce rapport à la technique et à la modernité qui est le propre de la révolution conservatrice. Oui, donc on voit bien le caractère polymorphe, voire même ambigu de cette première matrice historique. Mais justement, toi, tu fais un pas de plus et tu essayes de faire passer ce dispositif au rang d'idéal type dans cette démarche comparatiste qui est la tienne. Peux-tu nous dire quelques mots sur
sur comment tu t'y prends pour à la fois varier les régimes auxquels cette révolution peut s'appliquer, également des régimes non occidentaux, mais également la faire perdurer dans le temps et l'appliquer à l'époque contemporaine notamment. Alors, ma démarche est la suivante, c'est un petit peu celle que j'avais déjà utilisée à propos du concept de situation thermidorienne. Donc je raisonne donc par chrononyme en quelque sorte, je prends un moment historique donné, donc Thermidor, où l'entre-deux-guerres dans un certain nombre de pays, dont l'Italie et l'Allemagne ou la Turquie, et je regarde grosso modo ce que les historiens nous disent de ce moment historique. Par exemple, sur la situation thermidorienne, je m'étais beaucoup appuyé sur les travaux de Baszko, enfin sans prononciation polonaise, qui est donc un des grands historiens de la période du Directoire de la Révolution française. Et puis, pour la Révolution conservatrice, je m'appuie sur un certain nombre de travaux, enfin les vrais spécialistes de l'entre-deux-guerres, que ce soit à propos de l'Allemagne ou à propos de l'Italie ou à propos du kémalisme, par exemple. Donc, je considère ce matériau historique, j'en extrais un certain nombre d'éléments qui me paraissent caractéristiques et constitutifs de ce moment historique, et je construis tout cela en un paradigme qui est un peu aussi un raffinage, enfin, au sens presque chimique du terme, bon, et donc je définis un paradigme à partir de ce matériau complexe, de ces espèces de magma historiques. Et ce paradigme, d'une part, me permet de comparer éventuellement les situations, en l'occurrence de révolution conservatrice entre les deux guerres, dont je ne suis pas proprement parlé spécialiste, parce que je ne suis pas historien. D'autre part, d'appréhender toute une série de situations immédiatement contemporaines dans les termes de la révolution conservatrice, dans les termes de ce paradigme, et de pouvoir les comparer les unes avec les autres, mais également de comparer ces situations de révolution conservatrice immédiatement contemporaine avec leurs antécédents, à la fois pour valider en quelque sorte le paradigme, est-ce que ça colle, est-ce que ça ne colle pas, mais également peut-être pour extraire des lignes de connexion génétique concrète, pour reprendre le terme de Max Weber, parce qu'effectivement ma démarche est assez weberienne. Je construis un idéal type, donc c'est cet idéal type, pour le coup c'est un concept, c'est une construction intellectuelle, et jamais dans la rue on ne rencontrera la révolution conservatrice qui correspond historiquement exactement au modèle. Bon, même la révolution conservatrice entre les deux guerres en Allemagne, il y a des tas de choses qui ne se ramènent pas au modèle, à commencer par exemple par l'Allemagne de Weimar, par l'Allemagne des enfants de Thomas Mann, par exemple, le romancier, qui n'ont rien à voir avec la révolution conservatrice, mais qui vivent un petit peu dans cette époque. Hein. Et puis je crois qu'il y a deux autres notions weberiennes qui sont importantes. C'est la notion d'affinité sélective, donc que Max Weber utilise dans sa réflexion sur les rapports entre l'éthique protestante et l'esprit du capitalisme, et puis son concept d'action en entente, ce qui veut dire qu'il peut y avoir justement des affinités électives, des correspondances entre telle ou telle situation, entre tel ou tel phénomène, sans que celle-ci soit voulue, sans même peut-être que celle-ci soit pensée, soit relève de la conscience politique, mais qui font qu'il y a des connexions ou des synergies qui s'effectuent. Donc c'est un petit peu le sens de ma démarche. Donc pour la période immédiatement contemporaine, à partir du paradigme que j'ai construit, il y a immédiatement toute une série de situations qui me paraissent rentrer dans l'échantillon, si je puis dire, alors même qu'elles sont assez disparates. La Russie de Poutine, la Turquie d'Erdogan, l'Iran de la République islamique,
l'Inde de Narendra Modi, les États-Unis bien entendu de Trump, Milei en Argentine, enfin, toute une série comme ça de situations disparates, et pourquoi pas, d'une certaine manière, la situation que vit la France depuis au moins les 2 quinquennats de Macron. Et ça permet de mettre tout cela en perspective comparative, en rappelant naturellement avec Paul Venn que la comparaison est une opératrice d'individualisation. Et ça, beaucoup de gens ne le comprennent pas, parce que quand par exemple, j'établis des affinités électives entre le discours ou la stratégie ou la démarche politique de Macron et Viktor Orban, le réflexe de beaucoup de gens, c'est de dire « Ah, mais quand même, tu peux pas confondre Macron et Orban ». Le problème n'est pas là. Le problème est de voir s'il y a des affinités électives. Et bien entendu, la Hongrie n'est pas la France et réciproquement. Mais cela, la sociologie historique et comparée du politique et ce type de comparatisme que je pratique permet précisément de le comprendre, alors que si on utilise des notions beaucoup plus floues et anhistoriques, comme celle par exemple d'illibéralisme ou de populisme, bon, qui peuvent avoir leurs intérêts, mais on va être là dans une espèce de vision très synchronique, sans aucune profondeur de champ, et là pour le coup, on va dire, ah ben Macron il est un peu illibéral comme Orban. Et ça, c'est pas très intéressant, je trouve. Ce qui est plus intéressant, c'est de restituer justement cette profondeur de champ historique et de voir que dans les 2 cas, nous sommes peut-être dans une situation de révolution conservatrice, mais par exemple, en Hongrie, l'un des événements qui précipite l'émergence ou une trajectoire de révolution conservatrice, c'est par exemple le traité de Trianon, hein, qui a dépecé ce qui était la Hongrie de l'Autriche-Hongrie, avec une espèce de traumatisme, de machine à produire du ressentiment. On n'en trouve pas du tout l'équivalent en France. Il n'y a pas eu la symétrie du traité de Trianon, c'est le traité de Versailles, donc mais qui a été une autre machine à produire du ressentiment, et qui, in fine, a peut-être contribué à produire de la révolution conservatrice, mais selon une trajectoire et un itinéraire et des connexions génétiques concrètes qui sont complètement différentes.